Bonjour Roger Su, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes sociologue, votre dernier ouvrage publié aux éditions Les Liens qui libèrent s'intitule Le spectre totalitaire. On va y revenir. Mais d'abord, hier, vous avez publié une tribune dans Le Monde qui va un peu à rebours de la pensée générale, peut-être plus exactement d'ailleurs de la pensée médiatique, éditoriale ou éditocrate, je ne sais pas, peut-être même de la pensée sondagière d'ailleurs. Vous dites dans cette tribune que la France est un pays de gauche qui vote à droite. Pour vous, la France est plus à gauche qu'on ne le pense, ne serait-ce que parce que les Français sont des démocrates très attachés à des valeurs sur lesquelles on reviendra aussi. Mais d'abord, vous commencez cette tribune en disant qu'à ce jour, nul ne sait qui sortira vainqueur de la présidentielle. Et vous ajoutez ceci, vous dites, la décision se fera entre la droite et la droite sur le fond de radicalité. Donc vous avez une certitude, la gauche ne peut pas gagner l'élection présidentielle? Vous savez, on peut jamais dire jamais, jamais dans ces temps d'incertitude. Et dans cet article, je dis aussi que l'électorat est très volatile, Oui. protestataire, voilà, et qu'on n'a pas bien vu ça. Donc, je ne me hasarderai pas à des pronostics. Mais il me semble, moi, et je le dis, c'est peut-être l'intérêt du sociologue par rapport à l'actualité, c'est d'avoir un peu de recul, de mise en perspective. Depuis, disons, une vingtaine d'années, là je date des années Chirac, au fond, on assiste à une droitisation politique. Dont, voilà, on pourra revenir Ouais. sur les raisons si vous voulez. Au fond, que la gauche ait été momentanément au pouvoir, je mets peut-être entre parenthèses Jospin parce que c'est plus ambigu, mais enfin, la gauche, enfin la gauche, j'ose même pas dire la gauche, entre guillemets, quand elle prend le pouvoir, c'est désastreux parce que ça va, au contraire, ça joue contre son camp et les Français ont quand même la mémoire longue. Et donc, ça ne fait qu'accentuer, au fond, une dérive droitière qui date d'il y a 20 ans. Donc, Hmm. voilà, c'est pour ça. Et en même temps, moi, comme sociologue, j'observe évidemment les mœurs dans la Ouais. société, j'observe un certain nombre de valeurs et je vois bien le hiatus qu'il y a entre cette société civile et cette représentation politique, qui explique d'ailleurs, comme on le dit aujourd'hui communément, la crise de la Ouais. représentation. Vous précisez dans la tribune quand même qu'il ne faut pas confondre la réalité sociologique des Français avec ses représentations tant sondagières, médiatiques que politiques. Comment vous expliquez alors justement ce paradoxe? Vous dites que les Français ont soif d'égalité, de démocratie, de participation, mais ils votent à droite. Vous parlez d'un manque de traduction politique des courants démocratiques de fond. Ça veut dire que la responsabilité, elle est d'abord celle des partis politiques et de gauche en l'occurrence? Oui, en grande partie, pas en totalité. Vous savez, il faut toujours balayer devant son camp d'abord, et je dirais les intellectuels ont leurs responsabilités aussi. Au fond, Vous il faut dites bien les voir que intellectuels ont leurs responsabilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi une des ah, raisons pour lesquelles ça ne marche pas, c'est que ce monde-là, politique, euh, intellectuel, ne ouais, parle plus ensemble. ouais, oui, mais enfin, ouais, je voudrais dire aussi que plus profondément, d'une certaine façon, les intellectuels ont leurs responsabilités par rapport à ce que Gramsci appelait le pouvoir culturel. Hmm. Et la gauche, tout spécifiquement, quand il s'agit de gérer un pays, la droite, en général, a les instruments. La gauche, elle doit avoir un programme. Elle doit avoir une hégémonie culturelle, pour reprendre l'expression gramscienne. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Et dans le livre que vous avez la gentillesse de citer, Le je spectre rappelle, totalitaire. ouais, je rappelle que dans mes années plutôt de jeunesse, bien sûr, j'avais vu toute cette effervescence autour de François Mitterrand depuis 78 jusqu'à Ouais. son élection en 81. Je veux dire, c'était fou culturellement tout ce que l'on a fait, toutes les commissions, toutes les pensées, toutes les idéologies. On y croyait encore, on pourrait dire. Et après, je vois comment c'est rabougri, comment s'est enfermé le parti qui était pourtant largement dominant, qui était le Parti socialiste, et comment il s'est éteint. J'allais dire comment on l'a éteint d'une certaine façon aussi, si je veux être plus méchant. Voilà. Alors, du côté des intellectuels, vous savez, un monde en mutation profonde, c'est toujours compliqué et c'est toujours une difficulté. Surtout, j'insiste sur ce point,
quand on a perdu l'idée qu'il y avait un sens à l'histoire. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, depuis le 19e siècle, au fond, même depuis les Lumières, hein, depuis le 18e, peut-on dire, on avait un espéranto, quoi, qui est passé par le positivisme, c'est-à-dire que par la science, par le progrès, on arriverait, ou par la croissance, on arriverait à des sociétés parfaitement plus égalitaires, plus riches, enfin plus, quoi, d'une certaine façon. Et malheureusement, ça ne s'est pas passé. Les tragédies de l'histoire l'ont prouvé. Et aujourd'hui, la pensée intellectuelle est un peu mise à distance parce qu'on sait qu'il n'y a pas de pierre philosophale. Ouais. On sait qu'il n'y a pas une vérité parmi d'autres, qu'il y en a plusieurs. Alors, dans ces vérités-là, je crois qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres. C'est peu de le dire dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc, vous voyez, je ne veux pas non plus jouer les Sirius au-dessus de la mêlée qui dirait voilà, moi je vous dis ce que c'est, je vous dis ce qui, etc. Je pense que les intellectuels ont la responsabilité, mais je pense évidemment que les partis politiques, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas discuté beaucoup avec nous, ont encore beaucoup plus de responsabilités. Justement, parce que dans la tribune, vous dites que le pouvoir politique a stigmatisé une société civile. Pourtant, il y a des initiatives. Le cœur battant de la gauche, il est là. Il est dans les marches pour le climat, les mobilisations collectives contre les violences sexuelles, celles contre le racisme ou même les violences policières. Et puis, il y a des nouvelles tentatives aussi. On voit les dispositifs comme Plus Jamais Ça, qui regroupent Greenpeace, Oxfam, la CGT. Jamais on n'aurait pu imaginer que la CGT travaille avec Greenpeace à des propositions dans le cadre d'une crise qui est celle que l'on traverse. C'était inédit. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi la mayonnaise ne prend pas? Et il se passe quelque chose d'assez inédit là, pourtant, dans ces initiatives, ces marches, ces grandes mobilisations. Les dernières grandes mobilisations, elles ont été liées au climat, elles ont été liées aux violences contre les violences faites aux femmes, contre le racisme. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, je parlais d'hégémonie culturelle. Il y a eu une grande déception par rapport au quinquennat de François Hollande, pour ne pas dire plus. Donc il faut se relever. On ne s'est pas relevé de ça et on n'a pas beaucoup travaillé. On n'a pas beaucoup travaillé. C'est vrai qu'on s'est unis à travers les mouvements que vous dites, les mouvements citoyens, et moi qui suis très proche de tous les mouvements associatifs, je suis là pour témoigner de cette effervescence dont vous parlez. Mais sur le fond, vous voyez, sur le fond idéologique, avec, je ne prendrai que la question du travail. Dans mon livre, j'essaye de montrer comment la gauche est prise à revers sur des valeurs qui lui étaient plutôt favorables et fondamentales, celle du travail, celle de la masse, celle de la… enfin, voilà, toute une série. On se retrouve dans une société d'individus où, au contraire, le travail se délite, etc. Donc, il y a un effort, alors comme on dit vulgairement, de refaire le logiciel de la gauche. J'écoutais du côté de Bruno Latour, voilà. Ah oui, qui était invité ce matin sur Inter. Voilà. Oui, exactement. Mais il disait ça aussi. Il disait on n'a pas travaillé, quoi. Enfin, il faut quand même reconnaître ça. Alors, il y a des tas de pensées, j'en fais partie des gens qui essayent de réfléchir, mais tout ça n'a pas communiqué et ne se fait pas en un jour. Parce que je voudrais quand même qu'il faut comprendre que dans mon papier, j'insiste surtout sur l'immobilisme des institutions politiques. Mais plus fondamentalement, il faut voir à quel niveau de déshérence sont arrivées les institutions. Ouais. Je vais vous prendre un seul exemple, parce que, bon, je suis prof de fac, mais enfin, bon, tous les profs… À Dauphine, Paris Dauphine. Voilà, tous les profs sont profs. Et au fond, notre grand espéranto républicain, ça a toujours été l'école. Ça a été l'école qui permet de réduire les inégalités, de faire place à la méritocratie, etc. Bon, avec ces inégalités bien soulignées par Bourdieu, etc. Mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, dans l'opinion publique, tout le monde pense que l'école est la grande matrice de toutes les inégalités et que c'est là que tout se joue comme inégalité et que d'une certaine façon, il y a une sorte de fatalisme social derrière ces inégalités. C'est totalement intolérable parce que voilà une institution clé, pas la politique, hein, mais je pourrais prendre bien d'autres exemples. Je pourrais prendre la justice, je
pourrait prendre la santé. Bien sûr. Donc, vous voyez, le problème, il vient de loin. Alors, moi, je pense je pense que derrière, on va peut-être pas seulement être dans le constat pessimiste, hein, je pense que Non, derrière, il y a des choses à faire, bien entendu. on va revenir notamment sur la question de la citoyenneté, parce que c'est aussi un chapitre qui est consacré dans votre livre, et puis vous en parlez aussi dans la tribune. Mais encore un mot Ah, quand pour moi, même. il est essentiel. Oui, Pour moi, cette question-là est essentielle. c'est pour ça qu'on va y revenir, et ce sera sans doute une partie de la réponse à ma prochaine question, parce que j'ai encore envie de vous poser une question sur la question de la traduction politique, des aspirations sociales, sociétales peut-être. Si l'on prend par exemple la question démocratique, qui est importante dans votre tribune notamment, vous démontrez d'ailleurs dans cette tribune, et on vient de le dire, qu'il n'y a pas de fatigue démocratique, il y a au contraire une aspiration à plus de participation. Pourtant, plusieurs candidats de gauche ont porté haut les revendications en matière de transformation démocratique du pays. Plusieurs proposent d'ailleurs une sixième république, par exemple. Certains reprennent le rite des Gilets jaunes. On ne peut pas dire que ça emballe les foules, c'est pourtant une traduction là, purement politique à des enjeux que la société civile a pris en main. Pourquoi, encore une fois, ça ne prend pas? Qu'est-ce qui ne fait que tout ça ne se lie pas? Parce que je pense que les gens sont d'abord dans un moment de révolte, avant d'être éventuellement dans un moment de révolution. Donc, on est dans l'exaspération. Cette exaspération, elle s'est bien traduite au moment des Gilets jaunes. Hein. Moi, j'ai été très, très attentif. C'est un mouvement extrêmement significatif de la société, hein, par l'ensemble des gens, Ouais. par ce qu'il a produit. Il n'a pas fini, d'ailleurs, un peu comme 68. Hein, il n'a pas fini comme 68, c'était plutôt les barricades. Là, on est dans les ronds-points. Mais ce sont des ondes de choc, vous voyez, de long terme. Elles vont finir par produire leurs effets. Mais aujourd'hui, les gens ne trouvant pas, au fond, de matière à croire dans le credo républicain, pour les raisons qu'on vient de dire, du coup se replient sur des questions qui sont des questions identitaires, qui ne sont plus des questions directement politiques au sens républicain, mais qui sont des questions où est-ce que moi je vais pouvoir me reconnaître et m'affirmer? Ils n'ont plus grand-chose. S'il n'y a plus de travail, s'il y a un problème de logement, etc., qu'est-ce qui me reste? Il me reste comme affirmation de moi, mais de moi par rapport à des gens qui sont éventuellement en dessous de moi, notamment les immigrés, etc. Donc, le problème identitaire, qui devrait être le problème républicain par excellence de l'intégration dans la citoyenneté, je fais peut-être le pont avec vos prochaines questions, eh bien, il ne se fait pas. Il ne se fait pas parce que, il faut bien le reconnaître, les institutions actuelles n'ont pas mis en place cela. Alors, je module parce que le premier parti en France, quand même, ça n'est pas l'extrême droite, Dieu merci, je ne sais pas encore une fois comment les choses. Voilà, exactement. Le premier parti, hein, comme je dis, il y a refus de vote et vote de refus, quoi. C'est ça qui caractérise un petit peu aujourd'hui la situation des gens et on peut les comprendre parce que, un, ils ont été trompés, deux, il y a une véritable asymétrie. Vous comprenez? Il y a quelque part quelque chose qui pousse et de l'autre part quelque chose qui recule. Voilà, qui tombe. Donc, on est dans un paradoxe incroyable. Celui-là a été souvent aussi signifié sur le mode horizontalité-verticalité. Hein, c'est-à-dire, au fond, une société d'égaux, hein, voilà, dans tous les sens de l'écriture du mot égaux d'ailleurs. Mais bon, peu importe, laissons ça pour l'instant. On est dans une société d'égaux et qui est plutôt horizontale, qui attend, etc., où chacun pense qu'il doit valoir la même chose que l'autre. Et en face, vous êtes face à une verticalité, en plus de ça, incarnée plus que jamais par un président de la République omniscient, omniprésent, omnitout, quoi. Et donc, voilà, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut fonctionner que sur le mode du régalien. Et on en revient à la question. Voilà, au fond, c'est ça qui est terrible. C'est qu'est-ce qui reste comme arme aux politiques face à une société civile aussi effervescente d'une certaine manière. Il lui reste les instruments régaliens et il lui reste à dire que c'est la société qui est elle-même responsable de son sort et d'elle-même et que c'est de sa faute à elle.
Et ça, je ne veux pas personnaliser, donc je préfère dire le ministre de l'Intérieur plutôt que de dire Gérald Darmanin, parce que voilà, moi, je n'ai rien contre les personnes, hein, j'ai rien contre Emmanuel Macron, j'ai rien contre. Je ne personnalise pas du tout. Ces gens-là sont des jouets, au fond, d'une certaine façon, d'une histoire tragique qui est que le politique, n'ayant pas été suffisamment à l'écoute du renouveau social et culturel de la société, se trouve complètement dépourvu et il ne lui reste globalement que peu d'armes. Et vous allez voir, malheureusement, et je le vois puisque si on est quand même dans l'actualité, hein, vous et moi, je vois que par exemple, Pécresse ressort le Karcher. Vous vous rendez compte? Enfin, elle va faire toute une campagne Ouais. sur ressortons le Karcher. C'est dramatique quand même parce que c'est une droite qui est quand même est une droite républicaine et qui va faire de l'ultra-sarkozysme, c'est-à-dire au fond qui va faire la jonction, comme moi je le craignais depuis longtemps, qui va faire la jonction entre la droite extrême et l'extrême Et droite. l'extrême droite. Alors justement, dans la tribune, vous revenez sur cette radicalisation de la droite et sur cette presse aussi qui a enfanté Éric Zemmour et vous concluez, vous dites une menace pèse sur la démocratie. Je l'ai dit, on l'a dit à plusieurs reprises. Vous avez publié Le Spectre totalitaire aux éditions Les Liens qui libèrent. Vous y consacrez notamment un grand chapitre sur la question de la citoyenneté. Vous y plaidez pour une nouvelle citoyenneté. Quand Emmanuel Macron évoque les devoirs des citoyens plus importants que leurs droits dans la période que l'on traverse, ou qu'il dénie la citoyenneté de ceux qu'il désigne comme des irresponsables, comment ça vous fait réagir? Est-ce que ça fait peser encore plus une menace sur ce que l'on appelle la démocratie, justement? Écoutez, on crie au feu sur la République. On n'a pas complètement tort. Donc, après moult lois sécurité et liberté, voilà qu'on prépare une loi sur les principes républicains. Et moi, ça a été d'ailleurs chanté dans l'article, cette loi n'est pas simplement une loi sur les principes républicains, c'est, si on le suit bien, une loi aussi sur le contrat républicain qui impacte très directement les associations qui sont aujourd'hui les creusets précisément de la société civile et de la citoyenneté. Ben, cette loi qui aurait pu dire attendez, il y a un problème avec l'intégration républicaine, il y a un problème avec les institutions, etc. Voyons ce que l'on peut faire. Mais c'est une loi purement répressive. Il n'y a rien de positif dans cette loi. C'est quand même incroyable. Donc, c'est une loi qui rejoue l'affaire du régalien en disant voilà, en disant par exemple aux associations on revient presque, rendez-vous compte, on revient presque à un régime d'autorisation préalable. Ça ne vous rappelle peut-être rien, mais le droit, pour prendre cette loi que tout le monde vénère, la loi de 1901, hein, la loi Ouais. sur la liberté de se rencontrer, de s'associer et de faire quelque chose, autre chose que du marché et de l'économie. Bon, cette loi de liberté, qui est une loi, voilà, quelques articles, etc., elle a été un combat extraordinaire, gagné par Waldeck, par le président du Conseil de l'époque, Waldeck-Rousseau. Eh bien, aujourd'hui, d'une certaine façon, le contrat républicain revient sur cette loi qui, au fond, regardait ce que faisaient les citoyens de répréhensible a posteriori, Ouais. pas a priori. C'est-à-dire qu'a priori, on ne demande pas attendez, votre date de naissance, votre machin, etc. Prouvez-nous que, etc. Vous n'êtes pas des islamistes extrémistes effroyables, etc., etc. Donc, on remet en cause quelque part une liberté. Et comme la pandémie, en plus, en rajoute une couche là-dessus sur le mode sécuritaire, bah évidemment, on est un peu dans une nasse et un peu dans le désespoir que malheureusement les Français sont les premiers à partager. Mais ça veut dire quoi? Comment qualifier l'attitude d'Emmanuel Macron, justement? C'est de l'autoritarisme? C'est un glissement vers quelque chose? Comment vous le qualifieriez, justement, ce régime qui est le nôtre aujourd'hui dans un temps où il y a une lutte contre le terrorisme, il y a une lutte contre une crise sanitaire, il y a des lois liberticides. Comment on qualifie le système, le régime dans lequel s'inscrit le quinquennat d'Emmanuel Macron? Ah, c'est un régime. Il y a deux éléments de réponse à votre question. Il y a un, le courant de l'histoire dont on a parlé, c'est-à-dire cette dérive droitière
par absence de réponse à une mutation qui est assez profonde et qui pose des tas de problèmes à tous les niveaux de l'institution et pas seulement à l'institution politique, on en a parlé. Et puis, il y a le jeu de la classe politique dont s'est emparé Macron avec une virtuosité qu'il faut lui reconnaître, c'est-à-dire plus politicien et plus enclin au jeu tactique. On vient de le voir avec le fameux je vais emmerder les non-vaccinés, etc. Il est dans un jeu purement politique qui va le conduire d'ailleurs à une campagne qui va probablement être une campagne aussi de radicalité parce qu'il va y être contraint. Donc, si vous voulez, Macron est un jouet d'une certaine façon de tout un système qui malheureusement dérive. Et cette dérive va vers des formes d'extrémisation. Et elle va vers des formes d'extrémisation parce qu'on sent bien que la société civile, alors on dit elle est fatiguée, mais elle est plus que fatiguée, je le disais tout à l'heure, elle est aussi révoltée. Et tout ça ne prépare rien de bon, car au fond, comme le travail d'alternance, d'alternative, comme vous voulez, n'a pas été véritablement bien fait, se trouve effectivement dans une impasse. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut sauver, c'est la question de la citoyenneté. Parce que, si vous voulez, le vrai problème dans cette affaire, c'est que le lien qui existe entre la société civile et le politique, et la politique, pardon, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire comment les gens se sentent acteurs de la République. Je rappelle, je ne sais pas si on a le temps, mais… Si, justement, j'allais venir sur la citoyenneté, justement. D'accord, parce qu'en 2 minutes, oui, mais quelque chose que je n'ai pas nécessairement écrit, mais je voulais vous rappeler un fait historique. En 89, donc Révolution française, les révolutionnaires, ils ont quel modèle? Ils ont le modèle rousseauiste, c'est-à-dire ils ont le modèle de la démocratie directe. Ils n'ont que ça. Seulement, la démocratie directe avec des millions de citoyens, on ne peut pas refaire l'agora d'Athènes. Donc, ce n'est pas possible. Et du coup, évidemment, ça devient une démocratie représentative et même l'abbé Sieyès, vous savez, le fameux commentateur de la Révolution française, dit la France ne sera donc pas une démocratie, ce sera un régime de représentation. C'est vous dire à quel point, d'ailleurs les Gilets jaunes sont revenus sur cette affaire, comme vous le savez, c'est à quel point on oppose démocratie et représentation. D'ailleurs, ce sujet-là revient. Mais comme il faut quand même dépasser cette espèce d'impasse pour les révolutionnaires, qu'est-ce qu'ils inventent? Eh bien, il se trouve qu'il y a un truc qui s'appelle le travail à l'époque. Mais le travail n'a pas de valeur économique à l'époque. Il n'a pas de valeur économique. Ce qui fait la richesse de la terre, ce qui est né, c'est la terre. Ce n'est pas le travail. Le travail est simplement une manière de donner un peu d'argent à ceux qui n'ont rien, aux pauvres, aux nécessiteux. Eux, ils doivent travailler. Donc, vous voyez, c'est une valeur complètement négative. Elle devient positive par le jeu de la République, et peut-être tant mieux, parce qu'il y a des tas de gens qui ont trouvé leur identité dans le travail, qui ont trouvé, etc. La question aujourd'hui, c'est que ça ne fonctionne plus de la même manière. Ouais. Donc, la question de la citoyenneté et de l'intégration citoyenne ne se fait plus comme elle a pu se faire avec un espéranto aussi. Le travail ne va pas nous enfermer, mais va nous libérer. Le progrès ne va pas détruire, mais au contraire, va nous permettre de prospérer, etc. etc. Donc, c'est ça aussi qu'il faut rejouer. Et moi, je pense qu'il est urgent de reprendre la citoyenneté, ne serait-ce que pour apaiser la société civile, retrouver le sens citoyen. Et de ce point de vue, je refaire écho à Rousseau, je pense que l'évolution du lien social, ça c'est une autre chose que je développe dans mes livres, l'évolution du lien social, elle va du contrat vers ce que j'appelle l'associativité, vers l'association, et ça me paraît être la grande forme dans laquelle doit se mouler une nouvelle forme de citoyenneté. Et justement, non, c'était au contraire très intéressant, mais j'aurais une dernière question pour vous, Roger Su, parce que vous évoquez justement la nécessité d'une nouvelle citoyenneté, de l'exercice plein et entier de la citoyenneté.
Mais dans le contexte qui est le nôtre, avec cette espèce d'acceptation ou d'acceptabilité de la réduction des libertés au prétexte de la lutte contre le terrorisme et de la crise sanitaire, vous qui avez précisément travaillé et dédié un livre justement sur le spectre totalitaire, est-ce que c'est le principal risque finalement qui pèse à court terme sur nos sociétés occidentales? Je ne sais pas si vous avez vu le politologue américain, non, canadien d'ailleurs, Thomas Homer Dixon, spécialiste des conflits violents depuis plus de 40 ans, qui estime que les États-Unis pourraient devenir une dictature d'ici 2030. Ce que Naomi Klein a nommé la stratégie du choc, c'est-à-dire que cette espèce de moment où sous prétexte de lutte contre le terrorisme et en ce moment la crise sanitaire, on accepte socialement, collectivement de réduire nos libertés. Est-ce que c'est le début, justement, est-ce que c'est un signe avant-coureur, justement, de la possibilité du fascisme, comme d'autres l'ont écrit, hein, Hugo Paletta, ou de la possibilité du totalitarisme? Si j'ai écrit le spectre totalitaire, c'est d'une certaine façon pour y échapper. Mais je crains que les problèmes de fond et de lien entre la transformation socio-économique, la prise de conscience de la société civile, la programmation d'une alternative et le jeu politicien qui consiste à conserver le pouvoir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire, quand je dis quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire y compris au prix, si ce n'est de l'extrême droite, en tout cas de politique d'extrême droite. D'une certaine façon, vous savez, on n'en est pas très, 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 très loin. Et la politique d'Emmanuel Macron n'est pas très éloignée de la politique d'extrême droite, ça que vous dites. non, mais on voit bien qu'elle est prête, elle peut être prête à y tomber si la nécessité sociale, c'est-à-dire si les mouvements, vous voyez, moi ce que je crains, que ce soit plus ou moins téléguidé ou provoqué, ce que je crains, surtout avec une telle montée de l'extrême droite, c'est qu'à un moment, il y ait des formes d'affrontement. Ouais. Et s'il y a des formes d'affrontement, on va rentrer dans un cycle que moi, qui suis plus âgé que vous, j'ai connu, j'étais jeune encore en 68, c'est-à-dire dans le cycle contestation-répression, contestation-répression. Et je crains cela, alors que en réalité, quand on y réfléchit, mais ce sera peut-être pour un autre entretien, il y a des quantités d'horizons qui pourraient s'ouvrir, évidemment. Arriver à un tel niveau de richesse avec si peu de travail, arriver à des telles formes d'égalité, il faut reprendre quand même le début de notre entretien, c'est-à-dire de telles formes d'évolution de la démocratie, que tout ça, ça soit gâché, je ne peux pas arriver à le croire non plus. Donc, il faudrait aussi que nous ouvrions des horizons. Moi, je les ai fait tourner autour de ces trois notions qui sont celles de l'individualité. Comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'individualité aujourd'hui. Ce n'est pas le renfermement sur soi, c'est au contraire l'ouverture aux autres à partir de soi. Comprendre le nouvel âge de l'égalité, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que évidemment tous les gens aujourd'hui se sentent plus ou moins dans une situation d'égalité et les gens veulent participer d'une manière ou d'une autre. Ils veulent participer. Et donc, il faut ouvrir ces espaces-là. Merci beaucoup, Roger Su, d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir éclairé aussi. Et j'invite tous ceux qui ont suivi cet entretien à lire votre tribune du Monde datée d'aujourd'hui, du coup, et puis votre ouvrage qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu, qui est publié aux éditions des Liens qui libèrent, et ça s'appelle « Le spectre totalitaire ». Merci encore.